le sommeil. Le stress aussi influence cette horloge biologique. Le plaisir de dormir ou non. L'environnement du sommeil. Est-ce qu'il y a du bruit à côté? Et est-ce que le lit est confortable? Il y a d'autres paramètres qui interviennent dans cette horloge interne. Mais l'horloge biologique, cette horloge biologique interne, il faut retenir qui est programmée chez chacun de nous d'une façon génétique. Et le chef d'orchestre de plusieurs substances qui interviennent et qui va régulariser ou régler notre sommeil. Sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs mécanismes. Il y en a 5 ou moins qui interviennent dans notre sommeil, ou dans l'alternance, si vous voulez, jour et nuit. Plusieurs substances sont sécrétées, la mélatonine, l'adénosine, l'orexine, la dopamine, l'histamine. Mais 2 substances à connaître aujourd'hui, ce sont les plus importantes. C'est la mélatonine et l'adénosine. La mélatonine, elle est sécrétée par les glandes pinéales, qui se trouve au niveau de l'épiphyse. En fait, vous avez la rétine. Les cellules rétiniennes sont sensibles à la lumière. Quand la lumière chute, l'obscurité, l'influx nerveux part vers l'épiphyse, ce qui va stimuler les glandes pinéales, et la mélatonine va être sécrétée à partir de 9h, 10h du soir, selon qu'on est couche-tôt ou couche-tard, pour arriver à un taux élevé vers 24h, 3h du matin, puis après ça va chuter jusqu'à 7h du matin, 9h, ça dépend si on est lève tard ou lève tôt. Et c'est cette concentration importante de la mélatonine qui va favoriser l'endormissement, donc le sommeil. Il faut savoir qu'on peut trouver la mélatonine sous forme de gélules dans les officines en Europe, dans les pays occidentaux, dosées à 1 mg ou 2 mg, qu'on peut donner à tout patient, toute personne qui souffre de manque de sommeil, qui va monter la concentration de la mélatonine dans le corps, donc favoriser le sommeil. L'adénosine, deuxième substance clé, c'est une substance hypnogène qui résulte de la dégradation neuronale. Cette adénosine va s'accumuler toute la journée, va être sécrétée toute la journée, s'accumuler au niveau cérébral. Quand il arrive à un taux élevé, il va inhiber l'activité cérébrale et va provoquer l'endormissement. Et la nuit, il va être dégradé, éliminé, et quand on arrive à un seuil bas, elle provoque le réveil. Et non, l'adénosine, il y a des études, ça je vais ouvrir une petite parenthèse, parce qu'une question m'a été posée hier. L'adénosine, quand elle est sécrétée, elle va être reçue par des récepteurs au niveau neuronal. Des études récentes ont montré que quand on prend le café à dose modérée toute la journée, on va inhiber ou bien freiner cette fixation de l'adénosine au niveau de ces récepteurs, ce qui va éviter l'endormissement. Et certaines personnes prennent le café, par exemple, l'après-midi, ça va les empêcher, pas tout le monde, mais ça va les empêcher de dormir le soir. Pourquoi? Parce qu'entre 15h et 17h, on a une température corporelle qui monte et l'horloge biologique est sensible à cette augmentation de l'horloge biologique. Vous savez, notre horloge biologique interne, elle est sensible à la température corporelle qui est basse vers 3h du matin, 1h, 3h du matin, et qui est importante
entre 17h, 16h, 17h. C'est le moment de l'endormissement, le moment de la sieste. Mais la sieste, on verra après, doit être courte, pas longue. Donc, pour certaines personnes, quand on prend le café, on va bloquer l'adénosine et ça va changer toute la programmation de l'alternance jour et nuit. Le sommeil. Le sommeil est divisé en deux grands stades. Vous avez le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Pourquoi le sommeil est dit lent? Le premier, qui est divisé en sommeil lent léger, stade 1, stade 2, en sommeil lent profond, stade 3, stade 4. Le sommeil lent, l'activité cérébrale, elle est ralentie. C'est pour ça qu'on parle de sommeil lent. Ce sommeil lent, elle est caractérisée par un ralentissement de la fréquence cardiaque, par une hypothermie, par une chute de tonus musculaire et par du mouvement oculaire lent à l'endormissement. Ça, c'est important de connaître parce que, ça on verra après, pour les gens qui vont s'intéresser, quand on enregistre un patient, on va voir la qualité de sommeil et on va chercher ces paramètres qui vont nous aider pour interpréter son trouble. Le sommeil paradoxal, et pourquoi paradoxal? Parce que l'activité cérébrale elle est intense alors qu'il y a une atonie musculaire. C'est ce sommeil paradoxal qui nous aide à récupérer sur le plan psychique, dans lequel on a une augmentation de la tension artérielle. On peut avoir des variabilités et des événements cardiaques, du trouble des rythmes, de pause cardiaque, du trouble respiratoire. On peut avoir, on verra tout à l'heure, des apnées et des hypopnées. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on prend l'architecture de sommeil, il faut savoir, ce sont des notions simples à connaître, comme ça on peut comprendre pourquoi on a pris ce sujet. Sans rentrer dans les détails, dans l'architecture du sommeil, chacun de nous a minimum 4 cycles de sommeil. Il y en a qui ont même 6, qui dorment 9 heures, 10 heures, 11 heures. Chaque cycle dure 90 minutes. En général, ça je parle en général. Et dans chaque cycle, il y a, surtout les premiers cycles, il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et le sommeil lent, si vous voulez comprendre, c'est le sommeil on récupère sur le plan physique. Le sommeil paradoxal sur le plan psychique. Et le sommeil paradoxal, on en a besoin. Et au fur et à mesure des différents cycles de la nuit, il va augmenter de durée. Il part de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, jusqu'à même 40 minutes, vers 5 heures du matin. Et ça, c'est très important à enregistrer, parce que pas mal de personnes qui se réveillent, par exemple la nuit, 3 heures du matin, 3 heures ou 4 heures du matin, et après il va s'endormir. Après sa prière, il va s'endormir, la personne. Et le lendemain, on va venir la chercher. Parce que le sommeil paradoxal est le plus important à la fin du cycle. Et dans le sommeil paradoxal, il y a plus de pauses cardiaques, plus d'événements respiratoires, plus qu'au début de la nuit. Donc, c'est entre 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin qu'on a plus de risques de partir. Pour avoir un bon sommeil,
il faut avoir un bon sommeil lent, léger ou profond, et un bon sommeil paradoxal. À ce moment-là, on a une efficacité de sommeil importante. Pendant le sommeil lent, qu'est-ce qui se passe? On restaure notre énergie. Le processus immunitaire de défense contre les microbes, contre les allergènes, c'est pendant le sommeil lent qu'on acquit cette défense. La croissance, la régulation, la thermorégulation du corps, la mémoire. Et pendant le sommeil paradoxal, notre mémoire elle va être plus acquise. Pendant le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. En général, c'est là que le corps se repose sur le plan psychique. Et il y a une maturation de cerveau. Quelqu'un qui a un bon sommeil lent et qui n'a pas un bon sommeil paradoxal, sa maturité cérébrale sera pas efficace, surtout chez les enfants. C'est pour ça qu'on le dit, j'ouvre une parenthèse, même sur le plan de la régulation émotionnelle, on a besoin de sommeil paradoxal. Programmation génétique du comportement. Vous savez que chacun de nous passe son capital génétique à ses enfants. Des études ont montré si on n'a pas un bon sommeil paradoxal, notre capital ne sera pas délivré à nos enfants d'une façon efficace. Donc vous voyez le rôle de ce sommeil paradoxal. Donc on arrive, qu'est-ce que c'est qu'un sommeil normal? C'est un sommeil efficace où chacun de nous a dormi selon son horloge biologique. On a dit 6 heures ou moins de 6 heures, en général 6 à 8 heures, et qui a eu un bon sommeil lent et un bon sommeil paradoxal. Sont très importants les deux, sommeil lent et sommeil paradoxal. Il faut avoir les deux pour être mieux, pour avoir un corps meilleur, on verra tout à l'heure. Ça nous amène la personne qui n'a pas un sommeil efficace. On a compris pourquoi. Il y aura des conséquences, il y aura du trouble. Et les troubles du sommeil sont nombreux. Il y a les insomnies. Rien que les insomnies représentent à peu près 70% du trouble du sommeil. Une insomnie due d'endormissement, normalement, en cas d'un sommeil normal, on va s'endormir entre 20 et 30 minutes. Il y a des gens qui restent 1 heure, 2 heures. C'est une insomnie. L'insomnie de maintien, il va se lever à 3 heures du matin, il va rester éveillé. Ou l'insomnie de réveil précoce, il va se lever à 5 heures du matin et il attend jusqu'à 10 heures dans le lit. Mais c'est un chapitre très long. On aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler. En général, ce sont les neurologues qui s'intéressent au sommeil qui prennent en charge surtout ces gens-là d'insomnie. Ce genre de personnes atteintes d'insomnie. Les hypersomnies, il y a un que vous devrez au moins avoir une idée, c'est les hypersomnies centrales, la narcolepsie. On le voit surtout chez les enfants. L'enfant, il est bien avec vous, il suffit qu'il a un stress, il va s'endormir, il va tomber devant vous. C'est la narcolepsie. Et ça fait partie du trouble du sommeil en traite. Il y a d'autres pathologies, on ne va pas rentrer dans les détails. Les parasomnies. Je fais un mot. Le somnambulisme. La personne, elle dort, et dans la nuit, elle va se lever, elle va faire un acte, sans s'en rendre compte, elle va s'endormir, et puis après, elle revient au lit. Ça, c'est un trouble de sommeil. Il y a même un cas, il y a quelques années, d'un gynécologue à Rabat, qui a été appelé en pleine nuit
qui s'est levé, il a accompli son acte, après il est revenu. Il a accompli son acte opératoire, il est revenu chez lui, il a continué son sommeil. Le lendemain, on lui parle qu'il a fait la césarienne sur Madame X, il ne se rappelle même pas ce qu'il a fait. Il y a même des cas en Europe qui ont été décrits de meurtre pendant les troubles de sommeil. La personne s'est levée, il a tué son voisin ou il a tué sa femme, et il est revenu, il a dormi, il ne s'en rend même pas compte. Et là, l'expertise va rentrer. Vous voyez le travail que nous attend. Est-ce que c'est un trouble de sommeil ou non? Et là, le juge va tenir compte. Ça, vous voyez l'utilité de cette nouvelle pathologie. Le trouble du rythme circadien, ça c'est le travail posté. Les gens qui travaillent la nuit, ils dorment le lendemain, ils auront un trouble de sommeil, ou bien l'avance au retard de phase. La personne, c'est surtout pour les pilotes, qui va prendre l'avion par exemple d'Agadir jusqu'à San Francisco, ou bien d'Agadir jusqu'à Tokyo. Il y a aussi du trouble de sommeil. Il faut veiller. C'est une pathologie, il faut aussi discussion à part. Pour arriver aux troubles respiratoires en relation avec le sommeil. Et les troubles respiratoires en relation avec le sommeil sont minimum 3. Il y a le syndrome, on va seulement les énumérer, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a le syndrome d'hypoventilation, il y a le syndrome overlap syndrome, c'est-à-dire la BPCO. Vous connaissez tous la BPCO, c'est le cousin germain de l'asthme, surtout la BPCO post-tabagique. La BPCO, plus quelqu'un qui a un syndrome d'apnée du sommeil, c'est le overlap syndrome, et le syndrome d'apnée de sommeil pur, qui se divise en deux, central, obstructif. Mais on ne va parler que de ce volet. Les autres, on aura l'occasion, Inch'Allah, pour en parler. Alors, on arrive à notre sujet, le syndrome d'apnée obstructive de sommeil. On va essayer de le comprendre de façon la plus facile possible. Pendant le sommeil, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? D'une façon générale, on a un relâchement du muscle pharyngé. Ce relâchement du muscle pharyngé est à l'origine d'une diminution du calibre ou du carrefour aéropharyngé. Ça, de façon normale. En cas de syndrome d'apnée du sommeil, ce relâchement va être accru. Et ça va se traduire cliniquement par un passage de l'air très réduit, ou bien il ne passe même pas. Et quand il ne passe même pas, le débit aérien ne passe même pas, on appelle ça une apnée. Quand le calibre est diminué seulement et l'air continue à passer, on parle de l'hypopnée. J'essaie de résumer de façon très simple. Il y a des facteurs favorisants, bien sûr. L'obésité. Quelqu'un qui est obèse, infiltration graisseuse au niveau de son carrefour aéropharyngé. Il y a les malformations, acromégalie, malformations d'autres formes, malformations maxillofaciales. On a les tumeurs, macroglucies, hyperamygdales. Ça, tous sont des facteurs qui aggravent la fermeture du carrefour aéropharyngé et par la suite, le débit aérien va passer difficilement ou bien ne pas passer. Vous allez voir les conséquences. Ça peut être aussi d'origine neurogène, la réduction de la sensibilité des voies aériennes par un problème neurologique, il ne faut pas rentrer dans les détails, ou bien fonctionnel, bien sûr, les gens qui prennent de l'alcool, ou bien qui prennent des médicaments benzodiazépines, il y a encore un relâchement plus important, et vous imaginez qu'il y aura des conséquences sur le passage de l'air. Regardez les muscles pharyngés, regardez un collapsus, le carrefour aéropharyngé, il est collabé, l'air ne passe pas. Et on verra par la suite
que c'est très simple. Quand on applique une attelle pneumatique qui délivre de l'air, au moins 20 à 30 litres par minute, mais il y a des conditions aussi. L'essentiel que vous allez comprendre, c'est que cette machine, cette attelle pneumatique, va délivrer de l'air qui va ouvrir les voies aériennes supérieures et par la suite, ça va facilement corriger cette anomalie. Je fais une petite introduction là, pour parler, si vous m'avez bien suivi, le mot-clé, c'est l'apnée et l'hypopnée. L'apnée, c'est une interruption du débit aérien pendant plus de 10 secondes. Le carrefour il est fermé complètement et pendant 10 secondes, l'air ne passe pas. Sans rentrer dans les détails, mais pour votre culture, si le mouvement thoracique et abdominaux persiste, on parle d'apnée obstructive. Si ce mouvement disparaît, on parle d'apnée centrale. Et si au départ, il y a une absence d'efforts ventilatoires et à la suite, on aura persistance des efforts ventilatoires, c'est-à-dire thoraciques et abdominaux, on parle d'apnée mixte. Mais ça, ce sont des détails. Il faut retenir seulement l'apnée. C'est une interruption du débit aérien plus de 10 secondes. Ça, c'est un schéma que va nous donner l'appareil quand on enregistre ces personnes. L'hypopnée, c'est une diminution plus de 50% du débit aérien par rapport au niveau de base pendant plus de 10 secondes. Vous voyez, quand on regarde le schéma enregistré par l'appareil qui va enregistrer ce trouble de sommeil, on trouve qu'il y a encore du mouvement respiratoire, mais il est diminué au moins de 50% par rapport à la base. Et ça pendant 10 secondes. Ou bien, on aura une diminution moins de 50%, mais il y a une association d'une désaturation. Vous allez comprendre, quand l'air ne passe pas, passe peu, l'oxygène passe moins, et la saturation de l'oxygène dans le sang va chuter. C'est cette saturation, on l'a mis en évidence, vous le savez bien, par la gazométrie. Si cette saturation dépasse 3%, on peut parler de l'hypopnée, on peut avoir aussi un micro-éveil, on verra par la suite qu'est-ce que c'est qu'un micro-éveil. On va essayer de comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Relâchement du muscle pharyngé. L'épiglosse, le gynoglosse, pharyngé. Relâchement, donc par la suite, l'activité va chuter. L'activité va chuter, qu'est-ce qui va se passer? Une occlusion des voies aériennes. Voyez, regardez. Et ça pendant 10 secondes. C'est l'apnée. Si la réduction n'est pas complète, c'est l'hypopnée. Imaginez-vous ici, comme tout à l'heure, la lumière tombe pendant 10 secondes. On peut parler au micro. Alors là, on aura quoi? L'hypoxie, c'est-à-dire l'oxygène va chuter dans le sang. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que dans la gazométrie, quand on demande une gazométrie, la pression de l'oxygène dans le sang est normale à partir de 90 mm de mercure. Et la pression du gaz carbonique dans le sang doit être normalement entre 35 et 45 mm de mercure. S'il y a un manque d'air qui passe, il y aura une chute de l'oxygène dans le sang et une montée du gaz carbonique. Je vous donne un simple exemple pour comprendre. Quelqu'un qui rentre dans le bain, hammam, mort. Il reste là où la salle où il fait très chaud. Il lui manque de l'oxygène. Donc l'oxygène dans le sang va chuter. Il va commencer à hyperventiler pour essayer de récupérer ce que lui manque. C'est la traduction de l'augmentation du gaz carbonique dans son sang. Et il aura, on verra par la suite, il aura des sueurs. Et c'est la même chose là.
L'apnée ou l'hypopnée va engendrer l'hypoxie et l'hypercapnie, dont l'organisme va lutter par des efforts ventilatoires pour essayer de rattraper de le micro-éveil. Qu'est-ce que c'est que le micro-éveil? Imaginez-vous quelqu'un qui nage sous l'eau, en apnée. À un certain moment, il va sortir pour chercher l'air. En fait, pour chercher l'oxygène. C'est un micro... Alors ici, la personne qui est atteinte du syndrome d'apnée du sommeil va se réveiller dans la nuit pour chercher de l'air. Mais son réveil, c'est-à-dire combien? 3 à 10 secondes. 3 à 10 secondes, s'il se réveille plusieurs fois dans l'heure, c'est néfaste. Il y a des complications néfastes sur son sommeil. Donc, ce micro-éveil, il cherche de l'air, la réoxygénation de son cerveau. Et la réoxygénation d'un cerveau, cette activité qui est diminuée va revenir, va être rétablie. Et c'est là on entend un bruit sonore, c'est le ronflement. On a l'impression qu'il a bien dormi, il ronfle. Ça date au il n'a rien dormi. Il cherche que de l'air. Donc, vous voyez, il est en train de ronfler parce qu'il y a une reprise, mais la reprise est toujours minime. Hein. Pour ça, on entend le bruit. Un tuyau, vous entendez le bruit quand vous les écrasez. Reprise ventilatoire, et après on revient de nouveau à la chute de l'activité musculaire pharyngée. Donc, la boucle va continuer. Conclusion. Le sommeil va être fragmenté. Si on prend la personne qui a l'habitude de dormir 7 heures, elle n'a pas dormi 7 heures. Quand on l'examine par l'enregistrement, on va trouver qu'il a dormi que 5 heures. Il a une dette. Le corps humain a une dette. Dans la journée, il va essayer de rattraper ou payer sa dette. Par quoi? Sous forme de quelle manière? Sous forme de somnolence. On va parler tout à l'heure de somnolence. Ça, les complications, on verra après. Et on va arriver à la somnolence. On va essayer de définir qu'est-ce que c'est que la somnolence. Il y a le kma, le rishawa. C'est un micro-sommeil. C'est une dette vis-à-vis de notre organisme. Puisqu'il lui manque 2 heures ou 1 heure de sommeil, il va essayer l'organisme toute la journée à s'endormir pour récupérer. Il faut le stimuler. Parce qu'est-ce qu'ils font, par exemple, les chauffards? Ils vont prendre du café. Est-ce que c'est une correction? Non. Il est en train d'aggraver la chose au lieu de traiter son sommeil. Parce qu'il manque. Ce n'est pas le café. On a vu tout à l'heure le café qui bloque, le café, autre substance médicamenteuse, non hypnogène, qui bloque le récepteur de l'adénosine. Il ne va pas dormir, mais tous les jours, ça on peut le faire un soir, mais tous les jours, on verra les complications qui vont arriver par la suite. Donc la somnolence, c'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, caractérisé par une tendance irrésistible à l'assoupissement si la personne n'est pas stimulée. Elle est réparée par le sommeil. À ne pas confondre avec la fatigue. Quelqu'un qui a un bon sommeil d'habitude, qui a fait un travail soutenu. Je prends l'exemple, puisque c'est la période de foot, un joueur de foot qui va récupérer, il est fatigué le lendemain, ça, avec le repos, il va s'en sortir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la somnolence. Il a une fatigue due à un travail soutenu la veille. Ça nous amène à définir le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Cette définition que je vais vous donner, c'est la définition de la société, j'ai une bonne mémoire, la Société américaine du sommeil, qui a défini cette société. Quand on vous donne la définition de la Société américaine de la pathologie du sommeil. C'est la définition standard aux États-Unis. Il faut 3 critères pour évoquer un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et c'est facile pour nous tous. Il faut seulement les comprendre. Le mot-clé, on a dit tout à l'heure, la dette.
c'est-à-dire la somnolence. Une somnolence diurne, excessive, dans la journée, qui n'est pas dit autre chose. Ce n'est pas quelqu'un qui a, le matin, il a pris une, je sais pas moi, une substance hypnogène, une benzodiazépine, et il va somnoler dans la journée. Ça n'a rien à voir ça avec le sommeil. Mais on parle de la somnolence diurne excessive qui est en dehors de facteurs. A ou B. B, c'est simple à mettre en évidence. On a parlé tout à l'heure de la reprise ventilatoire après le micro-éveil, qui se traduit cliniquement par le ronflement. Donc la personne présente un ronflement intense, bruyant, sonore. Ce ronflement peut être modéré 3 fois par semaine, comme il peut être tous les jours. Il peut être intense, peut être modéré aussi dans l'intensité, comme il peut être intense qu'il fait réveiller même les voisins. Simple à chercher. Sensation d'étouffement pendant le sommeil, ça se comprend. Il a besoin d'oxygène. Le matin, il ne se sent pas bien, il est fatigué, difficulté de concentration. C'est normal parce qu'il a une mauvaise oxygénation cérébrale à la suite. Rappelez-vous toujours du schéma de l'apnée, de l'hypopnée, de la diminution du débit aérien dans les voies aériennes, dans les voies aériennes supérieures. Donc, mauvaise oxygénation cérébrale. Donc, mauvaise concentration dans la journée. Nicturie, ça, c'est un autre problème. Il va se lever plusieurs fois la nuit. La douleur. Il y a des personnes, par exemple, une personne qui a une pathologie rhumatismale. Je prends un exemple, qui a l'habitude de prendre un seul comprimé antalgique. Mais là, elle a besoin de prendre 2 ou 3 parce que le seuil de la douleur est diminué. Vous vous rendez compte? On est en train d'ajouter des médicaments pour rien. Avec tous les médicaments, avec leurs effets secondaires qui peuvent se rajouter inutilement. La soif, la sueur, ça se comprend. L'hypercapnie. Rappelez-vous de l'exemple de la personne dans le hammam qui a soif parce qu'elle a besoin d'oxygène. C'est le gaz carbonique qui est monté. Elle va sortir à la bras pour boire de l'eau, pour chercher de l'oxygène. C'est la même chose pour la personne qui a un syndrome d'apnée du sommeil, surtout s'il est sévère. On va voir quand est-ce qu'il est sévère. Diminution de libido aussi. Il y a des gens qui viennent consulter parce qu'ils ont ce problème-là. Et tout est en rapport avec la pathologie du sommeil, en l'occurrence, syndrome d'apnée du sommeil. Donc, A ou B plus C. C. On a vu le mécanisme tout à l'heure. L'apnée, l'hypopnée. Il faut toujours retenir. Mais d'une façon générale, notre organisme peut tolérer jusqu'à 5 apnées et hypopnées par heure. Si on dépasse ces 5, on tombe dans la maladie du sommeil. Imaginez-vous que pendant 1 heure, plus de 15 fois, on éteint cette lumière pendant des secondes, pendant plus de 15 fois, pendant 1 heure. Mais tout ça va être grillé à la fin. Et comment on peut la mettre en évidence? Au départ, on a parlé sur le plan clinique. On peut la mettre en évidence grâce à un enregistrement. Il y a 2 types d'enregistrement. Ça s'appelle la polygraphie ventilatoire et il y a la polygraphie, la polysomnographie. Qu'est-ce que c'est? La polygraphie, la polysomnographie, qui donne plus de renseignements que la polygraphie ventilatoire, parce que, rappelez-vous, elle va nous donner des renseignements sur l'efficacité du sommeil, c'est-à-dire le sommeil lent et le sommeil paradoxal, on en a parlé, il ne faut jamais oublier. Elle va nous donner l'état même des hypopnées qu'on n'arrive pas à décrire. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, ça s'appelle le syndrome de haute résistance. Il va nous donner même des renseignements sur les mouvements des membres, mouvements périodiques. Vous savez qu'il y a pas mal de personnes en dormant, elles tapent avec ses pieds ou avec ses jambes son partenaire. Vous voyez le drame. Le pauvre, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas parce qu'il est en train de rêver. Non, il est en train de rêver. Parce qu'il a une maladie de sommeil.
Mais ça, seule la polysomnographie peut nous donner des renseignements plus précis. Cet appareil nécessite une hospitalisation et on a hospitalisation simple. Il n'y a ni voie veineuse, ni médicaments à prendre, bien sûr. On essaye de mettre le patient dans le confort de sommeil, comme chez lui presque, au mieux. Et on applique sur lui cet appareil grâce à des capteurs au niveau cérébral qui vont nous donner l'état de sommeil, capteurs au niveau oculaire, au niveau du menton, au niveau des jambes, capteurs au niveau thoracique, capteurs au niveau abdominal. On prend sa tension aussi, comme le holter, la saturation et le pouls. Vous voyez, plusieurs renseignements en une seule nuit grâce à cet appareil qui va nous permettre de voir combien d'apnées et hypopnées est là, et peut-être des complications. On peut commencer à les voir est-ce que cette personne est atteinte d'autres pathologies, en particulier de maladies des membres, de mouvements périodiques des jambes. Et certains laboratoires, même avec cette polysomnographie, on a une caméra infrarouge et qui va enregistrer tout le sommeil. Parce qu'imaginez-vous, tout le sommeil a été enregistré par l'appareil, par ses capteurs. Et pour étudier ces capteurs, il faut minimum 2 heures. Et si on a un doute, on revient à la caméra pour comprendre certains événements. Mais ça permet de donner un diagnostic clé. Il n'y a pas de doute. Cette polysomnographie, donc retenez le plus important, sans rentrer dans les détails, somnolence, diurne, renflement, c'est pour ça qu'elle est marquée en rouge, parce que c'est la plainte la plus courante, mais à côté, il ne faut pas oublier des personnes, diminution de libido, diminution de l'intensité, des sueurs, des étouffements la nuit, nicturie, pensez-y. Dans votre officine, une personne qui a ça, creusez un petit peu cliniquement, peut-être il a le syndrome d'apnée du sommeil, et vous allez lui rendre service, vous allez voir pourquoi. Alors, quand il fait la polysomnographie, qui est indispensable, si le nombre d'apnées et hypopnées supérieur à 5, on parle donc d'un syndrome d'apnée du sommeil. Il y a un indice. Et cette polysomnographie nous permet de diviser ce syndrome en plusieurs stades. Quand on a 5 à 15, on parle d'un syndrome d'apnée du sommeil léger. 15 à 30 dans le SAOS modéré et plus de 30 dans le syndrome d'apnée obstructive sévère. Ça, c'est très important pour voir la sévérité, pour codifier le traitement, comme toute pathologie. Quelqu'un qui a 2 grammes de sucre, pas comme quelqu'un qui a 3, 4. Quelqu'un qui a une hypertension à 21, 22, ce n'est pas comme quelqu'un qui a 15 ou 16. Donc, si vous avez bien compris le mécanisme, c'est de le schématiser le plus simple possible. Qu'est-ce qui va se produire? On a dit qu'il y a une apnée. L'hypopnée, c'est le mot-clé. Il aura dit que l'air ne passe pas, hypoxie, hypercapnie, tout ça vient de là. On aura des conséquences comportementales sur l'individu, métaboliques, cardiovasculaires, respiratoires et autres. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Comportemental. La personne n'a pas bien dormi. Son sommeil a été fragmenté. Comment il va être le lendemain? Surtout les fumeurs. Il sera irritable. La personne sera irritable. Mauvaise concentration dans son travail. Il y a même vieillissement prématuré. Vous savez, l'hypoxie due à l'apnée, j'insiste toujours à l'apnée ou à l'hypopnée, est à l'origine de libération des substances pro-inflammatoires, des substances oxydatives, et ces substances vont entraîner le vieillissement de la peau.
même, ça va plus loin, cette hypoxie, cette souffrance cellulaire peut, dans certains cas, surtout si l'indice apnée-hypopnée, c'est-à-dire le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est sévère, va entraîner, la cellule ne va plus obéir à la loi de l'organisme. Elle devient cancérigène. Vous voyez, c'est que maintenant, malheureusement, quand quelqu'un a le cancer, c'est déjà presque trop tard. Mais on peut faire de la prévention grâce à la recherche du syndrome d'apnée du sommeil. Dépression, c'est normal, c'est secondaire à l'épuisement. Son sommeil fragmenté, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, la personne va être déprimée. Sachant que maintenant, dépression secondaire à l'épuisement, dépression en rapport au stress du travail, imaginez-vous les retombées sur le côté économique du pays et même sur le côté conjugal et familial. Alors, on est en train de bombarder la personne par des antidépresseurs, alors que peut-être il fallait chercher pourquoi. Troubles cognitifs, bien sûr, la diminution de l'odorat. Et je vais m'arrêter sur le syndrome métabolique. Parce que là, vous le confrontez toujours. Qu'est-ce que c'est que le syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, j'essaie de donner une définition plus simple, est défini par 3 critères. L'obésité abdominale, qui est caractérisée par un tour de taille plus de 94 cm chez l'homme, plus de 80 cm chez la femme, plus 2 critères, soit les triglycérides sont élevés, supérieurs à 1,5 g, soit le cholestérol total chez l'homme inférieur à 0,4 g par litre, ou chez la femme inférieur à 0,5. La tension artérielle, elle est supérieure ou égale à 130/85, ou bien la personne est sous traitement. Et le diabète, une glycémie supérieure à 1 g, ou bien un diabète préexistant. Donc le syndrome métabolique, si vous voulez retenir, l'obésité plus 2 critères, au moins, triglycérides élevés, au cholestérol bas, ou la tension artérielle, la personne est traitée pour une hypertension artérielle ou pour une glycémie. Quel est le rapport du syndrome d'apnée obstructive du sommeil et syndrome métabolique? Sans rentrer dans les détails, 2 mécanismes vont intervenir. Et tout est en rapport avec l'hypoxie, avec l'apnée, avec l'hypopnée. Cette hypoxie intermittente et le micro-éveil, qui est la réponse de l'organisme pour la réoxygénation de l'organisme, va entraîner une augmentation du taux de la leptine dans l'organisme. Et la leptine, c'est une hormone qui intervient dans la régulation de la faim. Et l'obésité. On aura par la suite une infiltration graisseuse au niveau viscéral et au niveau du cou. Et vous imaginez le problème du sous carrefour qu'on a parlé tout à l'heure. Il y aura prise de poids, et il y aura, sur le plan biologique, une augmentation, bien sûr, des triglycérides et la chute du cholestérol HDL. Le diabète. L'hypoxémie, qui est due à la désaturation nocturne, on a dit que dans le soir, la saturation chute, et le micro-éveil, c'est-à-dire la réoxygénation à la fin de l'apnée, entraîne une diminution de la résistance à l'insuline. Il y a un diabète de type 2. Autre conséquence, il y a aussi la nicturie, le dysfonctionnement érectile, et par la suite, diminution de libido. Donc vous voyez, il y a aussi complications cardiovasculaires. L'hypoxie est à l'origine d'une augmentation des résistances vasculaires, à l'origine de la libération des catécholamines, et qui va se manifester cliniquement, sans rentrer dans les détails, par une hypertension artérielle.
L'hypoxie, due à l'apnée, à l'hypopnée, je reviens toujours. Le corps va essayer, on a dit tout à l'heure, des efforts ventilatoires pour compenser. Il y a le cœur qui va travailler plus pour essayer de compenser. On aura des troubles de rythme. Le trouble de rythme peut être simple, comme on peut avoir des troubles de rythme type tachycardie ventriculaire qui malheureusement emporte la personne et qu'on va voir entre 4 heures, 6 heures du matin, surtout au moment du sommeil paradoxal. Il y a la viscosité sanguine et la modification du métabolisme des plaquettes, due aussi à l'hypoxie, qui va être à l'origine d'une insuffisance coronarienne simple jusqu'à l'infarctus myocarde. Si on ajoute à ça, la personne est déjà connue obèse, ou déjà connue qui a trouble de cholestérol. Maintenant, la mode, tout le monde, attention mon cholestérol, les gens prennent des médications contre le cholestérol, alors qu'il y a aussi, on ne cherche pas la cause. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome d'apnée de sommeil qu'il faut corriger? Parce qu'on va prendre le traitement contre le cholestérol, l'hypercholestérémie, ou bien contre l'augmentation de triglycérides. On n'a pas traité la cause, s'il existe, bien sûr. Ça va que aggraver la situation. Aggraver d'abord sur le plan portefeuille, parce qu'on est dans la cascade de dépenses. Les mutuelles, les assurances, les pouvoirs sanitaires vont souffrir parce que le portefeuille, pour la prise en charge, on veut tous une prise en charge mutuelle, sécurité sociale, mais ça va qu'augmentant avec cette pratique, alors qu'il y a des pratiques simples. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome d'apnée de sommeil qu'on peut réduire, voire ne pas prendre ces traitements contre l'hypercholestérolémie qui, bien sûr, nous évite les troubles du rythme, nous évite l'infarctus du myocarde, l'insuffisance coronarienne. Et l'AVC, il a été pas mal de personnes, ils étaient bien, ils n'avaient pas d'hypercholestérolémie, ou bien très peu, comme dit la personne, moi j'en ai connu pas mal, elle se lève la nuit, fait sa prière, après elle dort, à 5 heures du matin, elle est partie, parce que la viscosité sanguine était plus élevée, due à son syndrome d'apnée de sommeil, et on a fait un AVC massif. Un AVC massif, vous savez, ça ne dépense pas 10 jours. S'il a de la chance, la personne elle aura un AIT. Il manque une plaque. C'est les conséquences respiratoires. Je ne vais pas vous les rentrer dans les détails. La personne qui a une BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, en général en rapport avec du tabac, vous savez qu'on en a de plus en plus de la BPCO. Elle fait la concurrence à l'asthme. Le traitement, ce n'est pas pareil. La stratégie thérapeutique, ce n'est pas pareil. L'oxygénothérapie à domicile, ce n'est pas pareil comme un asthmatique. Avec à 10 heures, quand on voit 10 heures tous les jours. Cette BPCO, si la personne est atteinte par la BPCO, si on ajoute le syndrome d'apnée obstructive de sommeil, ça va aggraver son état clinique et on va rentrer très vite vers l'hypertension artérielle pulmonaire. Et l'hypertension artérielle pulmonaire, il faut d'abord, comme prise en charge, le concours de pneumologue, voire de réanimateur, le concours de cardiologue. Imaginez-vous le budget pour la famille et pour les pouvoirs sanitaires et sociaux. Il y a aussi syndrome, par rentrer détail, pour vous toucher un petit mot, syndrome d'obésité pour ventilation, et la personne elle a un syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Tous ces syndromes-là, respiratoires, chroniques, ces pathologies respiratoires, associées syndrome de l'apnée.
passer au message, pour ne pas rentrer trop dans les détails, parce qu'on ne va pas s'en sortir avec cette pathologie. Le premier message que j'aimerais bien que vous le reteniez aujourd'hui, c'est ronflement et somnolence diurne. Ce sont deux symptômes majeurs qui évoquent en premier un trouble respiratoire du sommeil. Voyez la personne. Il est en train de ronfler paisiblement. Sa femme croit qu'il dort, mais le pauvre, il ne dort pas, parce que son sommeil est fragmenté, il aura des conséquences après, mais elle non plus, il ne dort pas. Regardez ses yeux. Et les problèmes conjugaux, il y en a qui font une chambre à part, voire plus. Et le ronflement, est-ce que c'est seulement une plainte sociale? Oui. Ce n'est pas une plainte seulement de la partenaire ou le partenaire. Parce que les conséquences du ronflement, les conséquences de ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on les a vues tout à l'heure avec le syndrome métabolique, sur le diabète, sur l'obésité, sur les triglycérides, sur l'hypertension artérielle, sur le comportement et sur les pathologies respiratoires chroniques, en l'occurrence la BPCO. Message 2. Le risque d'hypertension artérielle et des études. Ça, le message que je viens de vous donner, c'est le résumé des études des pays occidentaux et des sociétés savantes de la pathologie de sommeil. Le message 2, le risque d'hypertension artérielle est multiplié par 5 en cas de SAS sévère. Le risque de fibrillation auriculaire est multiplié par 4. Et la TV qui tue, c'est la tachycardie ventriculaire ou la fibrillation ventriculaire, le risque est multiplié par 3. Donc le risque de mort multiplié par 3. Même si tout le monde va mourir, mais on a une fois comme le cas. Donc il multiplie par 3. Ça, on l'a vu surtout dans le sommeil paradoxal, où il y a des pauses. Le risque de cancer, j'ai touché un mot tout à l'heure, multiplié par 5. En ce moment qu'il y a une lutte des pouvoirs du pays contre le cancer, voilà aussi un volet qu'il ne faut pas oublier, parce que le risque de cancer est multiplié par 5. On ne va pas attendre que le cancer arrive chez la personne, qu'il faut le traiter au moins 3 000, 4 000 dirhams par semaine de chimiothérapie, avec toutes les conséquences sur la famille, sur l'État, vous le savez tous. La prévention, elle est là, ça va. Elle est là, sans rentrer trop dans les détails. Le risque de dépression est multiplié par 2. J'en ai parlé tout à l'heure. Le risque d'être impliqué dans un accident de la route est multiplié par 15. Ça se comprend. On a une hypovigilance diurne due à la somnolence. Des études ont été menées en France qui ont montré que le syndrome d'apnée de sommeil est responsable d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Malgré qu'en France, les pouvoirs sont très vigilants sur la conduite. Malgré ça, il y a les gens qui sont... La personne atteinte du syndrome d'apnée du sommeil, elle aura une somnolence diurne, des micro-sommeils, et le risque d'accident mortel ce syndrome est à l'origine d'un tiers d'accidents. Au Maroc, le centre hospitalier universitaire de Rabat, le service de pneumologie du professeur Mustafa Ftouh, a mené une enquête avec la Société des autoroutes. Cette enquête n'est pas finie encore, mais ils ont du coup, plus de 10% des chauffeurs conduisent plus de 500 km sans s'arrêter.
Vous voyez, sur l'autoroute, vous trouvez des traces. Normalement, quelqu'un qui conduit bien, je ne parle même pas des particuliers, des professionnels de l'autoroute, de la route, ils doivent s'arrêter tous les 200 heures. S'il conduit 500 tous les 200 km, s'il conduit 500 km sans s'arrêter et s'il a un syndrome d'apnée de sommeil, imaginez-vous les dégâts. Les dégâts sur la personne qui va toucher, qui va tuer, et les retombées économiques du pays. Notre horloge biologique, je reviens à notre horloge biologique interne, qui est sensible à la température de notre corps. Cette température qui est normalement basse vers 3 heures du matin, qui est élevée entre 14 heures et 16 heures. Quand la température est élevée, on a tendance à l'endormissement. Et on voit des études françaises de la Société française de sommeil ont démontré que le pic des accidents sur la route, c'est entre 14 heures et 16 heures, et entre 2 heures du matin et 7 heures, c'est normal, entre 2 heures du matin et 7 heures, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est là où la mélatonine est très importante dans le corps, et le rôle de l'adénosine. Parce qu'il y a l'obscurité dans la nuit, et il n'y a pas de luminosité, la mélatonine, elle est là, elle est présente, donc il va favoriser l'endormissement. L'aspect médico-légal. On a dit que c'est une pathologie récente, depuis 1976, codifiée d'une façon bien sur le plan thérapeutique depuis 1981. Les pouvoirs sanitaires en France, en 2005, ont réuni des experts sur la pathologie du sommeil, des sociétés savantes et la société civile, pour étudier et voir qu'est-ce qu'il peut sortir de la prise en charge de ces personnes atteintes de cette maladie. Sur le plan de loi, la loi est sortie le 28 décembre 2005. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Interdiction de la conduite chez les individus souffrant de somnolence diurne excessive. Autorisation à la reprise de la conduite après un avis d'un spécialiste. Obligation de réalisation d'un test de maintien d'éveil, laboratoire du sommeil, pour les permis lourds. Si on prend les conducteurs de poids lourds, elle doit impérativement voir un spécialiste, partir, qui va le prendre au laboratoire du sommeil, qui va, après l'avoir examiné, faire une polysomnographie qu'on a vu tout à l'heure, mettre en évidence l'indice apnée-hypopnée, elle doit le lendemain réaliser un test de maintien de l'éveil qui dure plusieurs heures dans la journée et voir est-ce qu'elle est capable de conduire ou non. S'il n'a pas cette attestation, il n'a pas le droit de prendre le volant. Il engage la responsabilité pénale et même celui du médecin qui doit envoyer un rapport au ministère de l'équipement et du transport. Chez nous, il y a, je pense, 2 ans, notre ministre de logistique et de l'équipement a pensé à ça. Il a réuni des experts, mais la conclusion, on ne va pas sortir la loi tout de suite, parce qu'il manque encore, si on sort la loi, il n'y en a pas de garde-fous, ça ne sert à rien. On n'a pas encore des médecins qui s'en occupent, il n'y en a pas encore de laboratoires dans tout le pays pour réaliser ce test que, dans sa négativité, permet à la personne d'obtenir le permis de conduire. Mais, il y a un mais. On est un pays associé à l'Europe d'une façon privilégiée.
Donc, personne n'est censé ignorer la loi. Tous nos chauffeurs, tout chauffeur marocain qui est atteint de cette maladie et qui pose son pied dans le sol européen à partir de l'Algérie ou les îles Canaries, pareil. S'il atteint de cette maladie, s'il se fait attraper, il engage, sa responsabilité pénale et de la société qui l'emploie. Vous savez qu'il y a de plus en plus, il n'y a plus de frontières. On a ouvert les frontières, donc les lois vont s'appliquer. Donc il faut se réveiller. Il est temps que les pouvoirs sanitaires, et pas que les pouvoirs sanitaires, le pouvoir de l'État et nos élus interpellent, pas que l'État, mais sensibiliser aussi les sociétés. D'abord, commençons par les grandes sociétés qui ont ces chauffeurs. Je parle sur le plan, c'est les sociétés agricoles, par exemple, qui sont dans notre région. Parce que ça va engager leur responsabilité bientôt. Vous voyez, la prise en charge diagnostique et thérapeutique du syndrome d'apnée obstructive du sommeil représente un véritable objectif de la santé publique qu'il faut commencer dès que possible. Ça commence par la sensibilisation, c'est le but de notre exposé ce jour. Je remercie encore le bureau de m'avoir autorisé à exposer ce syndrome. La méconnaissance du SAOS représente un risque accidentogène, voyez, du trouble cardiaque. Vous voyez, la personne est hospitalisée en réa à cause d'un infarctus. Et en plus bas, la personne qui a eu un AVC. Tout ça en rapport avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Message 4. Quelle est maintenant la stratégie thérapeutique? Mais il est simple. Simple. La clinique, vous et nous, tous les partenaires de la chaîne sanitaire, que ce soit les techniciens de pharmacie, les infirmiers, les infirmières, bien sûr les pharmaciennes, les prestataires de services, les sociétés savantes. C'est très simple à faire le diagnostic, ou à évoquer le diagnostic. Devant les symptômes du SARS, rappelez-vous toujours la somnolence diurne, excessive, le ronflement soutenu, sonore, plusieurs fois dans la semaine, au quotidien, pas le ronflement, il y a la personne qui a été fatiguée parce qu'il a veillé, il a fait la fête. Non, non, il faut poser la question. Et les sociétés prestataires du service, elles donnent une fiche qui nous aide à mieux codifier ce ronflement et mieux codifier cette somnolence. Il suffit de la lire, c'est très facile, c'est Mutanawal Jamir. Mais on peut penser dans l'avenir, mais même tout de suite, un syndrome d'apnée de sommeil, c'est quelqu'un qui a un diabète mal équilibré. Posez-lui la question. Vous allez chercher les symptômes de maladie de sommeil. Une hypertension artérielle, mal équilibrée, ou réfractaire. On est en train de donner 3 médications contre l'hypertension. Cherchez ce qui n'a pas un syndrome d'apnée de sommeil. Et le traitement, après la clinique, on a dit c'est très simple. Le traitement repose sur quoi? Actuellement, le seul traitement de référence, c'est la CPAP. Qu'est-ce que c'est que la CPAP? C'est une attelle pneumatique. Vous avez vu tout à l'heure le schéma, qui va délivrer de l'air sous forme de pression 20 à 60 litres et qui va permettre
l'ouverture du carrefour aéropharynge. Le problème est réglé. Je vous rappelle le schéma de tout à l'heure. Collapsus des voies aériennes supérieures à l'inspiration. L'attelle pneumatique par pression positive délivre de l'air. Ce n'est pas de l'oxygène qui va délivrer, c'est de l'air qui va brasser. Il va ouvrir les voies aériennes supérieures. Conséquence, amélioration de l'architecture du sommeil, sommeil lent, sommeil paradoxal, et il va éviter cette apnée-hypopnée. On a vu sur certaines personnes qu'ils avaient 30, 40, 50 apnée plus hypopnée, c'est-à-dire qu'ils sont dans le cas d'un saut sévère, et grâce à cet attelle, ça a chuté à 7, à 5. On peut chuter à 8, à 9. On va voir avec d'autres mesures et génétiques accompagnées, parce qu'il peut être obèse, et génétique accompagné, ça va encore chuter à 5, et la personne, on va transformer sa vie conjugale, sa vie familiale, sa vie sociale, et bien sûr, améliorer, on parle toujours de l'argent, son portefeuille et la charge sur le pouvoir sanitaire. Regardez cette image. La personne dort avec son appareil. Il y a plusieurs types d'appareils. Il y a par exemple celle-là. Il va délivrer l'attelle, va délivrer de l'air. Il va ouvrir le carrefour. Le carrefour, il était fermé. Il va s'ouvrir à partir de 5 cm d'eau, pour aller jusqu'à 15. Ça dépend de l'indice, ça dépend d'un travail que se fait en collaboration entre le prestataire de service et la personne qui traite le sommeil. Et ça, grâce aussi à l'enregistrement. C'est tout un travail, mais c'est un travail simple. Selon moi, il faut s'y mettre. Et on va rendre service. Voilà. Toujours. Voilà. Là, non, non, arrête. Non, 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 arrête, arrête. Non, non. كملتي ترجع. voilà. لا ارجع. ارجع. Voilà. Voilà, vous voyez, la personne, elle dort paisiblement. Alors, si vous vous rappelez d'une diapo que j'ai passée tout à l'heure, lui, elle ronfle, il ne dort pas, croit qu'il dort. Et la partenaire, il sort ses yeux, elle ne dort pas non plus, et le scandale dans le couple. Là, tout le monde est tranquille. Une autre forme d'appareil aussi, de masque utilisé, il y en a de plusieurs. Et les prestataires des services et les laboratoires s'améliorent une année à une année. D'autres masques qui arrivent encore plus performants, très simples à mettre et plus esthétiques. Mais croyez-moi, même les gros masques, quand on arrive à faire comprendre à la personne atteinte de ce syndrome, surtout quand il a 40, 50, moi j'en ai d'apnée et hypopnée, quand vous lui appliquez cette attelle pneumatique, ça y est, c'est devenu nécessaire. Il y a un monsieur, ici à Agadir, je lui discutais toujours tu prends ton appareil, même quand tu voyages. Il m'a dit texto, je peux me séparer de ma femme, mais pas de mon appareil. Pas, vous pouvez me croire. Vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas un traitement alternatif, un autre traitement alternatif? Oui, il s'agit de la bague, de l'attelle, de cette attelle qu'on applique au niveau maxillaire et qui va permettre l'ouverture du carrefour aéropharynge. Mais à qui profite cette attelle? Cette attelle pour les syndromes modérés, pour les personnes qui au départ refusent cet appareil.
mais elle est moins simple à appliquer parce qu'il faut un concours d'un chirurgien maxillofacial, quelqu'un qui est spécialisé dans la pose de type d'attelle, et plusieurs essayages, ça coûte cher, mais de toutes les façons, il faut savoir que ça existe, mais la durée de vie, pas plus de 3 ans. Parce que la personne va tomber dans l'aggravation de sa maladie. Elle va être corrigée pendant 2-3 ans, il est content, il avait peut-être un indice très élevé, grâce à la telle, ça l'a diminué, il se sent mieux. Mais avec l'âge, avec le temps, avec son obésité, avec son infiltration graisseuse, elle va retomber dans sa maladie. Et seul l'appareil, à mon sens, seul l'appareil qui peut le guérir parce qu'il y a un débat récemment. Est-ce qu'il faut donner la telle ou l'appareil ou la telle pneumatique? Alors qu'en donnant la telle pneumatique, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, corriger les anomalies avant de tourner autour du pot. C'est comme moi, dans ma pratique de pneumologie, ça me rappelle au départ les mamans qui arrivent pour l'asthme de leur enfant. Pourquoi je ne donne pas le sirop d'un bitadeux mimétique, ventoline, bitovent? Et moi, j'ai toujours refusé. C'est toujours tout de suite en spray avec la chambre d'inhalation. Ce n'est pas l'appel de tourner autour du pot. À mon sens, on perd beaucoup de temps et la santé n'a pas de prix. Il faut convaincre, il faut convaincre. L'acte chirurgical, c'est nécessaire. Rappelez-vous, quand on a parlé des facteurs favorisant de cette étroitesse de carrefour aéropharyngé, il y a les malformations maxillofaciales, une personne qui a une acromégalie, la macroglycie, il y a l'hypertrophie amygdalienne. Ça, on peut les opérer, mais c'est une concertation entre le somnologue, entre les spécialistes otorhinaux, entre le chirurgien maxillofacial. C'est une discussion et on sort avec un avis partagé. Sachant tous les problèmes de la chirurgie. C'est pour ça qu'il faut une concertation et faire une balance et poser le pire et le bien. Les mesures hygiéno-diététiques. Il y a aussi des mesures parce qu'on ne va pas traiter que par la telle pneumatique. La personne elle est obèse, ou elle est diabétique, ou elle est hypertendue. Il faut des mesures hygiéno-diététiques associées. Vous savez que quand on a l'EMC, l'indice de masse corporelle dépasse 25, on est déjà en surpoids. Quand il dépasse 30, il favorise. C'est un facteur aggravant du syndrome d'apnée de sommeil. Là, on a besoin, de façon indispensable, de l'aide de nutritionnistes et des personnes qui s'en occupent. Parce que des études ont montré, quand on arrive à faire baisser à la personne son poids avec un régime bien codifié, bien orienté par les nutritionnistes spécialisés dans la nutrition, plus la CPAP, quelqu'un qui a par exemple 40 d'indice, il va chuter tout de suite, ça va nous aider. S'il a un diabète, il va s'équilibrer, il faut l'équilibrer. Et aussi, sans oublier le sommeil dans son ensemble. Les conditions de sommeil. Parce que ça ne suffit pas qu'on lui applique la telle pneumatique, qu'on lui donne des conseils hygiéno-diététiques, et on oublie les conditions de son sommeil. Comment il dort? À quelle heure il dort? Vous savez, il faut le prendre et lui montrer quand chacun, on a dit, il a besoin de 6 heures, il a besoin de 5 heures, il a besoin de 8 heures. Mais sur une semaine, 15 jours, on fait ce qu'on appelle un agenda
du sommeil qui va coucher. Et par la suite, on va être renseigné combien il lui faut de sommeil cette personne où il y a le bas blesse. Est-ce qu'elle a la télé dans sa chambre? Vous savez que la mode maintenant, vous rentrez dans le villa à côté ici, ils ont la télé dans la chambre. Synonyme de richesse. C'est une erreur monumentale. Ou bien, l'informatique, il est en train de travailler dans son lit avant de s'endormir. C'est une erreur monumentale. Que ce soit son informatique, son PC ou sa télé, ou ça a besoin de suivre une émission ou un musulman, il va voir dans une autre chambre. Et quand on rentre dans la chambre, il y a l'obscurité absolue. Rappelez-vous de la mélatonine qui est en relation avec l'obscurité via les cellules rétiniennes. Le bruit, l'horloge biologique, on a dit qu'elle est en relation avec le bruit. Le lit, le souci, tout ça c'est un ensemble. Mais c'est un ensemble qui va arranger les soucis, qui va arranger le confort et l'efficacité du sommeil. Donc, le dernier message, le sommeil indispensable à la vie. Le sommeil, c'est un marqueur de bonne santé et de bien-être. Le sommeil indispensable à l'équilibre psychique, sommeil paradoxal, physique, c'est le sommeil lent, profond de l'être humain. Les troubles respiratoires du sommeil, c'est un problème, vous avez bien vu, un problème de la santé publique. Il est temps que nos pouvoirs interrogent sur cette pathologie. Ce n'est pas un travail de luxe. La prévention n'a jamais été un travail de luxe. Vous savez, quand en France, je reviens toujours en France, en 2005, quand le ministre Xavier Bertrand a réuni les experts, et ça dit sur la pathologie du sommeil, l'arrêté est sorti. Vous savez qu'actuellement, en 2013, le budget qui a été alloué, qui a été dépensé par la sécurité sociale pour les personnes atteintes de cette maladie, les avoisine 500 milliards de centimes. Il y a 120 ou 140 000 personnes chaque année qui sont pris en charge. Ils sont passés maintenant en France. Ils sont passés maintenant en France de ne plus chercher les pathologies graves. Ils sont en train de faire la prévention parce qu'ils savent les retombées économiques sur la santé de leurs citoyens. Un citoyen qui est en bonne santé d'économie, elle est parfaite, ou bien équilibrée. Voilà, vers une bonne hygiène de sommeil. On arrive à la fin. C'est une pathologie récente depuis 1976. Manque d'information du corps médical et du grand public. Aujourd'hui, Pekole Tawada, on participe à cette sensibilisation. Et je rends hommage, parce qu'il faut rendre toujours hommage l'Iqraouna. Je rends hommage au professeur Biaz qui fait un travail colossal dans ce domaine, en tout de temps, dans le laboratoire du sommeil digne de qualités européennes, de qualités standards, aidé aussi par les bénévoles, aidé par le Mouhsinin. Et ce laboratoire, il est au centre hospitalier universitaire de Fès. Rend hommage au professeur Louhabi, neurologue, qui a aussi doté son service d'un laboratoire digne de son nom, comme aux États-Unis. Je l'ai visité dans tous les normes. Il y a aussi dans le privé plusieurs
tentatives de laboratoire, mais les deux seuls laboratoires dans les normes sont celui de Fès et de Rabat. Mais ils sont submergés. Vous savez qu'actuellement, pour avoir un rendez-vous à Rabat, il faut 7 mois. Alors que les gens ne sont pas encore au courant de cette pathologie. À Fès, il faut minimum 4 mois. Chez nous, grâce au concours de prestataires de services laboratoire AVAD, c'est un laboratoire français bordelais qui s'est installé aussi à Casablanca après Casa. Ils sont arrivés ici à Agadir. Il y en a, alhamdoulilah, depuis maintenant une année. Notre laboratoire, il est encore jeune, bien sûr, c'est le départ, mais on a commencé à avoir, alhamdoulilah, des résultats. Et merci de votre attention. Si vous avez encore le courage, je suis là pour répondre à 2-3 questions. Donc, on va prendre la première question avec mon collègue Abdrahman. Merci, docteur, sur cet exposé. Alors, la première question sur la mélatonine qui s'excrétée par la glande pinéale. Est-ce qu'il y a une relation avec les cellules cancérogènes et la mélatonine? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une relation avec le sommeil et les cellules cancérogènes. D'autre part, je voudrais savoir si les appareils de renflement ou les orthèses ils sont remboursés par la mutuelle. Et aussi les consultations de laboratoire Avamid, est-ce qu'ils sont aussi remboursés par la mutuelle? Et merci. Pour la première question, je crois que je me suis mal expliqué, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, comme ça on ne va pas nager tous. La cellule va devenir cancérigène, c'est par le biais de l'hypoxie, pas par la mélatonine. Il y a une hypoxie, puisque vous avez une apnée, diminution de l'oxygène dans le sang. Cette hypoxie va engendrer des substances oxydatives stressantes. Il y a la libération, en particulier l'interleukine 1, l'interleukine 6, 18 et l'interféron alpha, et d'autres substances pro-inflammatoires. Ces substances vont entraîner une oxydation de la cellule. Et au fur et à mesure, cette cellule va échapper à la loi de l'organisme et va devenir cancérigène. Et des études ont montré que si les personnes atteintes du syndrome d'apnée du sommeil, le risque de cancer est multiplié par 5. La mélatonine, ça n'a rien à voir. La mélatonine, on a dit, c'est une substance libérée par les glandes pinéales. Il est en relation avec la lumière. Obscurité, vers 10 heures du soir, commence à être sécrétée. Mais la diminution de la mélatonine provoque des cancers. Non. Ça n'a rien à voir. Elle diminue. La mélatonine va diminuer vers 5 heures du matin. On a le jour. On a le jour. Alors, est-ce qu'il y a une relation avec Non. le sommeil du jour et de nuit? Parce qu'il y a une étude qu'ils ont fait sur les souris. Donc, la lumière permanente. Va laisser éveiller. Permanente. Va rester éveillé. Mais après, il y aura un épuisement. Donc, la cellule. Oui, non, mais c'est à la suite, pas de suite. Une personne qui ne va pas dormir pendant plusieurs jours, je ne vais pas vous rentrer beaucoup dans les détails, il va être épuisé. C'est l'épuisement, ça. C'est l'épuisement. Non, ça ne remplace jamais. On a posé des questions, ça ne remplace jamais. Il y aura toujours du trouble à la fin. À la longue, pas tout de suite. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de travail posté, le trouble de rythme circadien.
ça ne remplace jamais les pauvres gens qui travaillent la nuit parce qu'ils sont obligés. Ils vont s'adapter, mais il faut une prise en charge pour voir leur état cardiaque, leur état métabolique, parce qu'ils auront tard, pas tout, tard, des problèmes, mais pas tout de suite. Vous voyez des chauffeurs qui vont conduire que la nuit, mais à la suite, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes tard. La deuxième question, sur le renflement. Ah, l'appareil. D'accord. Alors, la consultation, c'est simple, c'est une consultation. Comme toute consultation, il est remboursé comme toute consultation, le prix d'une consultation. Par contre, la prise en charge des personnes, vous savez que c'est une pathologie récente. Je vais ouvrir une petite parenthèse en tant qu'allergologue. Quand j'ai commencé, on donnait des vaccins anti-allergiques, on prescrit des vaccins anti-allergiques. Ça n'a jamais été remboursé par la CNOMS. On a lutté, les sociétés savantes, on a lutté. Maintenant, cet allergène, pour le nommer, il est remboursé. Il faut lutter. Là, parce que les médecins conseils, si vous voulez, de l'assurance, ont eu conscience du problème. Maintenant, c'est remboursé. Pour la pathologie de sommeil, actuellement, la CNOPS et la CNSS ne remboursent pas. C'est une erreur. On est en train de leur montrer l'utilité. C'est le monde à l'envers. Ils veulent faire des réductions, ils ne font pas. Mais ce n'est pas grave. On va lutter jusqu'à qu'ils comprennent la mission. Rien, vous savez, c'est nouveau. Je vous parlais tout à l'heure du décret avec toute la bonne volonté du ministre de logistique pour sortir le décret. Il se trouvait mal lié. Il faut encore le laboratoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Il faut lutter. Par contre, les assurances remboursent. Je prends le cas de l'ABP, des personnes que j'ai maintenant de l'ABP, remboursent à 80%. Ils peuvent aller jusqu'à 100%. Les 10%, les 20% sont pris en charge par leurs offres sociales. Donc, c'est une pathologie nouvelle. Au Maroc, d'une façon codifiée, parce que le problème, chacun fait son travail dans un côté. Il faut des CHU, il faut des professeurs, il faut que ce soit codifié. Je me dis là maintenant, on a Fès et on a Rabat. Croyez-moi que ces personnes, ils utilisent tout leur poids. Pas leur poids, leur poids de savoir, leur poids de persuasion. Les pouvoirs, Knob, sont toujours en retard. Mais à vous de nous aider. Il faut parce qu'ils vont voir. Et bientôt, moi je donnerai bientôt, il y a le docteur Bouhelal à côté, ils peuvent donner d'autres renseignements parce qu'ils ont commencé déjà à Casa il y a plusieurs années, qu'ils luttent et qu'ils essaient de pousser le pouvoir à être remboursé. Donc, conclusion, les assurances remboursent minimum 80%. La consultation, c'est une consultation simple. L'appareil, moi j'ai quelques personnes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore à Agadir, c'est notre première année. D'abord, le laboratoire peut la louer. On dit que ça coûte cher. Bien sûr, ça coûte cher. Ça coûte à peu près 19 500. Tu l'achètes une seule fois. Et après, il y a un suivi par le médecin 2-3 fois dans l'année. Vous vous rendez compte? Vous achetez votre appareil, vous êtes suivi par le prestataire du service tant que vous voulez. Il y a un forfait. Et le médecin, vous allez voir 3 fois, 2 fois dans l'année. Prenez le problème de l'hypertension artérielle, le problème de diabète, le problème d'infarctus. Je parlais tout à l'heure avec le stade. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. تنحيي الأستاذ الحليسي qui sont avec nous là. Ils vont pousser. Nous, de notre côté scientifique, leur de l'autre côté, vous, en organisant ça, on pousse les pouvoirs. On fait comprendre aux décideurs. Il faut faire un projet d'avenir. On n'attend pas que la personne disparaisse, que nous fasse des accidents de la voie publique. L'alcoolémie, des choses très simples. Voilà, parce que je crois que c'est trop long.
Merci, Dr Lalaoui, pour votre présentation de votre thème. Donc, j'ai 2 questions. Ma première question est pour les gens qui sont habitués à prendre des médicaments pour l'insomnie. Est-ce qu'ils peuvent s'en débarrasser brusquement ou progressivement? Et comme vous savez, la prise des médicaments bouche à oreille. Comme nous n'avons pas le droit de délivrer des médicaments d'insomnie, bien sûr, sans ordonnance, et bien sûr, ces gens-là, on les met sous traitement, bon, pas sous traitement, mais on peut leur conseiller des prises de médicaments à base de plantes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Ma deuxième question, c'est pour les enfants, les nouveau-nés. Comme vous savez, il y a pas mal de mamans qui se présentent à la pharmacie pour donner, pour prendre un conseil et donner des sirops pour l'insomnie, pour ces enfants, ces nouveau-nés, ces bébés. Et il y a pas mal de médicaments aussi à base de plantes qui se présentent à la pharmacie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller un petit peu pour les enfants, surtout les nouveau-nés? Merci beaucoup. D'abord, pour la médication à base de plantes, je suis d'accord. Avant d'être médecin, vous savez que nos grands-mères nous donnent des tisanes, des médicaments qui nous permettent la relaxation. Ça. Prendre des sirops qui ne sont pas à base de plantes, les livrer aux mamans, ça, on joue avec le feu. Pourquoi? L'insomnie, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, parce que l'insomnie, c'est un grand chapitre, qu'on peut le faire un jour si vous voulez, ou bien faire venir quelqu'un qui fait de la neurologie et le sommeil. Ils sont plus sur la question que moi, le côté neurologique. Mais je peux vous dire que l'insomnie qui représente plus de à peu près 70% de troubles du sommeil, il y a plusieurs formes d'insomnie. Il faut faire la consultation. Pourquoi il a cette insomnie? Là, parce que là, on a parlé du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, l'étroitesse. L'insomnie, ça n'a rien à voir. L'insomnie, elle n'est pas en rapport avec l'étroitesse ou la diminution du calibre aéropharyngé. Elle peut être en rapport avec l'insomnie, comme je dis, de l'endormissement, de réveil précoce, de maintien du sommeil. L'insomnie, c'est très long. On peut être en rapport avec un problème de stress, l'insomnie d'origine psychogène, l'insomnie d'origine médicamenteuse, c'est prendre des médicaments d'origine, il y a des gens qui prennent de la drogue, qui se droguent, ou bien qui fument. La cigarette, c'est une drogue mineure. Après, ils ont une insomnie. Et ça, c'est une consultation à part. Ça n'a rien à voir avec le syndrome d'apnée du sommeil. Mais il rentre dans les pathologies du trouble du sommeil. Et c'est un problème, l'insomnie. Et donner les plantes, des dessins à base de plantes, je suis en faveur, ça va le faire que du bien. Tous, on donne la moindre des choses, une tisane, on a dit Louisa. Troisièmement, ça dans votre pratique simple, cet enfant qui est insomniaque, pourquoi? Ça, je reviens à la troisième question, je pense. Pourquoi? Est-ce que le milieu dont il dort, est-ce qu'il y a toutes les conditions de sommeil? Le canot 3 ou la 4 dans la chambre, il va être en sommeil, il ne va pas dormir. Hein? Le sevrage, comment il était le sevrage avec sa maman? Il y a toute une question à chercher. Mais pour vous ramener au sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas de grosses amygdales? Est-ce qu'il n'a pas une hypertrophie? Cet enfant qui est en train de pleurer toute la nuit, est-ce qu'il n'a pas un syndrome d'apnée du sommeil? Donc, il peut être cet enfant qui pleure, qui est insomniaque, peut être en rapport avec les conditions idéales d'endormissement, ou bien, ici, il y a un rapport avec un problème de carrefour, qu'il a de grosses amygdales, ou bien une macroglossie, et qui voit la vie d'abord de l'otorino. Il faut qu'il ait consulté un otorino, d'abord, chirurgien maxillofacial. Après, cet otorino, ce spécialiste en ORL, va se concerter avec quelqu'un qui s'intéresse au sommeil. Voilà. Donc, j'espère de... Donc,
Monsieur Anfalis. En bref, docteur Alaoui, je vais revenir sur la classification des bronchopathies comme étant épisodique ou bien chronique. Est-ce que vous ne voyez pas que la bronchopathie chronique, dans sa fréquence dans la population, évoque une prédominance masculine, évidente? Et tous les diapos que vous avez passés évoquent toujours que l'homme, c'est lui qui ronfle. Une autre question, c'est l'homme, le masculin, une prédominance masculine. Est-ce que ça, c'est pas une relation avec la structure anatomique de la formation de la cavité bronchopharyngique de l'homme? Une autre question. Pour le ronflement, il y a une prédominance masculine. Parce que la femme, en général, elle est protégée par ses hormones. Mais à partir de 60 ans, elles deviennent comme l'homme. J'en ai actuellement 3 personnes que je suis depuis 3 mois. Mais jeunes, non. Ça commence, donc, prédominance au départ du sexe masculin. La femme, dès que son cycle hormonal est perturbé après la ménopause, elle nous rejoint. Elle ronfle et là, elle aura des conséquences diurnes. Vous savez qu'elle travaille plus à la maison, bien sûr, que l'homme qui ne fait pas grand-chose. Elle peut avoir des problèmes, les cellules à gaz ouvertes. Moi, j'en ai. Et elle peut faire beaucoup d'accidents domestiques à cause de son ronflement, qui est lié au syndrome d'apnée du sommeil. Entendons sur ça, parce que ton ronflement n'est pas dû à ça. On peut avoir un ronflement, si on a un otorino ici, il va vous répondre. On peut avoir un ronflement qui n'a rien à voir avec le syndrome d'apnée du sommeil. Mais on va lui appliquer la polysomnographie et l'appareil, on va trouver que ça n'a rien à voir. Donc l'otorino va s'en occuper. Moi, j'ai pris trouble respiratoire, syndrome. J'ai tiré que sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. La question là. Les études ont montré, pas les études, pas que les études, là, l'expérience. Ça, c'est la remarque que je fais, c'est personnel. Tous les stages que j'ai fait, que ce soit à Toulouse ou à Fès ou à Rabat, quand on voit l'enregistrement polysomnographique des personnes atteintes de sommeil, on voit en général, elles ont ces apnées quand ils sont sur le dos. Et ils ont moins d'apnées quand ils sont couchés sur le côté droit. C'est par hasard, comme par hasard. Ça, suivi. Un jour, on va sortir une étude. Nous, peut-être dans 5 ans, 7 ans, on va montrer et on va essayer de rapprocher ça à notre culture et notre tradition. Parce qu'on voit, il y a plus de personnes, que ce soit les qui sont en France ou là au Maghreb, qui ont plus d'apnée de sommeil quand ils sont sur le dos et quand ils se couchent sur le côté droit, il y en a moins, on le voit dans le tracé. Ah ouais. Et c'est pour ça, une chose que j'ai oubliée, mais c'est bien que vous m'avez posé la question, dans le syndrome d'apnée de sommeil léger, entre 5 et 15, si on applique des mesures hygiéno-diététiques, il est obèse, il est pris en charge avec nutritionniste, on peut lui appliquer une balle, comme une balle de tennis, attachée à son pyjama. Dès qu'il dort sur le dos, il va être basculé du côté droit. On va diminuer. Ça existe, ça. Il y a des laboratoires qui proposent ça. Donc, 2 questions, c'est les ou l'Akhiq Demrasso.
سي محمد أطبيب. Merci docteur, merci l'association Tadamon. Votre exposé repose beaucoup sur le syndrome d'apnée de sommeil obstructive en relation avec l'oxygénation en général. Mais ma question, vous avez évoqué que la caféine, il entre en compétitif avec l'adénosine, et c'est comme ça, il allonge ou bien il provoque une insomnie. Ma question c'est comment vous expliquez, docteur, l'action du calcium et du tryptophane sur le sommeil? La deuxième question, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. La première question, des études ont montré, des études récentes, c'est quand on prend beaucoup de café à dose modérée dans la journée, on peut retarder l'accumulation de l'adénosine dans le cerveau. Donc, ce qui va provoquer, parce que à dose élevée, l'adénosine, il arrive à une dose très élevée, vers 7h, 8h du soir, il va inhiber l'activité cérébrale, il va provoquer l'endormissement. Et l'adénosine va s'accoupler au niveau des récepteurs. Quand tu prends du café ou du thé, ou bien des médicaments comme la théophiline, tu bloques ce récepteur, donc tu bloques la fixation de l'adénosine sur ce récepteur, donc mais tu ne vas pas bloquer tous les récepteurs. C'est comme l'allergie. Vous donnez un vaccin, vous ne bloquez pas tout. Et tu bloques une partie, ce qui va retarder l'endormissement, d'où l'insomnie. Il aura l'insomnie parce qu'il a pris son café, ou bien après la théophiline le soir, ou il a pris un excitant, quel que soit. Mais je vais sortir de votre question, mais ce n'est pas une bonne manière. Vous trouvez le chauffard la nuit, ils prennent beaucoup de café on l'explique, ils bloquent, mais à la longue, ils vont s'épuiser et il y aura des manifestations qu'on a vues tout à l'heure, métaboliques sur le corps. Donc, la dernière question. Docteur, vous avez déclaré que la dosine, il bloque le récepteur. Je voudrais savoir au juste si on sait que la caféine, le café contient la caféine, celle-ci, il agit sur les hémisphères cérébrospinal et provoque l'intelligence de part que le thé, il abîme le cœur et ralentit le sang. Là, vous me posez une colle, c'est une question très compliquée, la réponse va être compliquée, mais en général, le thé n'abîme pas le cœur. Le thé n'abîme pas le cœur. Et seulement, toute chose, il faut la prendre, je vous réponds de façon diplomatique, médicale, toute chose, il faut la prendre d'une façon modérée. Et la caféine, elle bloque, ce qui est connu, la caféine bloque les récepteurs de l'adénosine. C'est tout. Mais je ne vais pas vouloir rentrer dans les détails. Il y a 5 mécanismes qui interagissent entre eux dans l'alternance jour et nuit. Il y a plus d'autres substances. Il y a l'orexine, il y a l'histamine, il y a la dopamine, d'autres substances. Moi, on n'a pris que 2. Pourquoi j'ai pris soit 2? Parce que les 2 substances importantes, et dans vos officines, vous pouvez donner, après prescription médicale bien sûr, vous donnez de la mélatonine sous forme de comprimé, donc vous allez arranger les choses. Et dans vos conseils sociaux, vous pouvez dire à la personne, ne prenez pas le café d'une façon abusive. Pourquoi? Parce que ça va bloquer les récepteurs de l'adénosine et vous aurez une insomnie avec toutes les conséquences de l'insomnie. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas vouloir rentrer dans les détails de la physiopathologie parce qu'on ne va pas s'en sortir. تحية إقبال الدكتور العلوي بدورنا نشكره على هذا الموضوع الجديد في مستوى البحث العلمي والتطبيق كذلك خصوصا في بلادنا.
إذا الدكتور العلوي في الأيام 11 لجمعية التضامن كله بالفهم 2014 تذكروا هذا التذكار وهذا le grand cadeau qui nous a offert aujourd'hui et nous on va pas en manquer. Oui, راه داسنك فيها الكادو يفور كي نبهرها راه سنتيني تشلحيت تا الزيت ولا الكميت وكنخلي لكم التسميه باللغات الاخرى تختاروها انتم. والاخ الاستاذ بوعشره يتفضل معايا هو اللي غادي يقدم ليه هذا التذكار. بالمناسبة أنا بغيت نشكر الدكتور يوسف العلوي بن الشاد حيت في الحقيقة أنا عندي مع واحد نقولوا مدين بأنه كان هو الطبيب ديال الوالدة ديال الله يرحمها لمدة تقريبا تزيد عن 20 سنة، فكنشكر بزاف على جميع الخدمات اللي قام بها، ونعم الطبيب ونعم الصديق ونعم الرجل الصديق.